Et le mec débarque toujours au moment où il faut, il y a toujours les bonnes réactions, il faut faire les trucs là où il faut. Enfin, moi j'y arrive pas avec ce genre de truc. Vous mettez un mec un peu taré à la John Wick, oui je veux bien, vous mettez un mec qui a un jeu ultra fort, qui le consomme très fortement, et avec aussi le personnage de Liam Neeson dans Taken, mais qui sont les milliards, qui se poussent, mais des affaires de tout le monde, des trucs et qui connaissent mieux. Ah, voilà, moi j'y arrive pas. J'ai regardé du coup le premier. Un petit peu avant. Le premier était plus intéressant à analyser plus techniquement que celui-ci, parce que celui-ci j'ai vraiment quasi rien à vous dire. Je vais vous dire en gros qu'il est plus tourné en journée quand il est vraiment télé. Je peux le faire. Ce qui fait frappe une jambe, rien à foutre. Et ça change un petit peu le code couleur, mais tout ça pas grand chose. Le personnage a même plus l'air d'être le même parce qu'il est tellement. Alors il y a un sous-scénario comme quoi peut-être que Jack Reacher aura une fille. C'est ça qui est élaboré dans ce truc, et il est déjà à peine copié sur d'autres trucs, mais c'est pas grave, il prend toujours des filles avec les pères, c'est quand même assez dingue. Peu importe, à la limite c'est des clichés qui sont utilisés régulièrement, mais c'est toujours les mêmes types de personnages dans les mêmes registres, les mêmes types de films, c'est quand même très emmerdant. Et il a l'air vraiment beaucoup plus sur la vie sociale dans cette suite, alors que le premier avait un côté beaucoup plus vengeur solitaire ou truc dans ce genre-là, qui marchait beaucoup mieux. Et qui était plus intéressant, surtout le premier avait une certaine recherche esthétique dans l'action, il n'essayait pas juste de faire des films d'action, mais la plupart de leurs films d'action, et c'est un pari très élevé, sont sans musique, dans le premier Jack Reacher, et je me souviens bien, mais bon, je l'ai quand même vu hier soir, dans le quand je fais cette vidéo, donc en principe je vais vraiment souvenir. Et il n'y avait pas de musique dans scène d'action, et c'était assez osé, parce que du coup il faut que la scène d'action elle-même fonctionne très bien. Ce film-là, j'essaie même pas de faire cette recherche-là, c'est vraiment le film l'action le plus lambda que vous pouvez voir, le thriller le policier, entre guillemets, policier militaire, le plus lambda que vous pouvez voir, et c'est un peu énervant parce que ça se sent, ce qui sent c'est la bouée de sauvetage de Tom Cruise. Ça tombe en dehors de Mission Impossible, et Mission Impossible ne dépend pas entièrement de lui, ça dépend aussi de J.J. Abrams et de la Paramount. Il n'a plus vraiment de rôle vraiment intéressant et il essaye désespérément de se redonner un rôle pour se mettre sur le devant de la scène, ça se voit. Quand le film est produit par Tom Cruise Productions, avec Tom Cruise en personnage principal, qui a aussi un peu mis dans le scénario avec Benjamin fait. Ok, on a compris, vraiment le truc c'était Jack Reacher, c'était sa nouvelle rampe de lancement. Il avait pris un réalisateur intéressant qui lui avait fait faire un film sympa. Un film un peu différent par rapport au reste qui était... Jack Reacher m'avait niqué, justement. Jack Reacher, le premier du nom, avait commencé, j'ai vu le truc, j'ai fait oh là là, mais qu'est-ce que c'est que tous ces clichés, tous ces trucs de merde, le passage où il envoie l'avocate, le procureur, voir toutes les victimes, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire, il va faire quoi, il va essayer de lui apprendre, que les machins, et que d'un seul coup on a vraiment fait ok, je me suis fait avoir, très bien, ok, je prends la suite, je ne dis plus rien, j'écoute. Et le premier film avait du coup un côté plus intelligent avec ce niveau-là, ce qui commençait de façon très classique, ça se terminait de façon beaucoup plus originale. Là, le 2, pas du tout. Vraiment pas du tout. Et c'est ça le truc, c'est qu'il a fait un premier film qui était plutôt pas mal, qui a bien marché du coup, parce qu'il était plutôt pas mal, bien fait, il y avait un vrai enjeu sur ce film-là, il fallait qu'il marche. Et ça se sent tellement que dès le deuxième film, il a pris la confiance. Et il s'est dit bon bah du coup maintenant c'est très bien, alors on fait un film d'action bien lambda, je fais toutes mes cascades et on verra bien que je fais toutes mes cascades. Ça pareil, ça se voyait plus dans le premier que dans le deuxième. Dans le deuxième je vois moi qui fait même ses cascades. Dans le premier il y avait vraiment un truc, il y avait toutes les séquences de course-poursuite. Vraiment, je vais faire plus un blog sur le premier parce que les scènes de course-poursuite en bagnole dans le premier film sont tournées de façon à ce que la bagnole fasse la moitié de l'image et le reste de l'image soit la route. Et il y a plusieurs plans comme ça qui se répondent entre Jack Reacher qui est en train de conduire, le flic qui est en train de conduire, ils sont tous filmés de la même façon. Et le truc c'est que ce plan, tout en bord de bagnole comme ça, où on a juste le côté de la bagnole et tout ce qui reste, ça montre bien, ça prouve que Tom Cruise est au milieu de son action. Parce qu'on voit que la lumière est parfaitement la lumière du décor qui est autour d'elle sur lui, donc on voit qu'il est vraiment au volant de cette bagnole et qu'il est vraiment en train de piloter. Et comme les ruelles sont étroites, etc., on sait que c'est pas une bagnole qui est en train d'être tractée par autre chose, on sait que c'est Tom Cruise qui est au volant en train de conduire. Et ça se voit que c'est ce qu'il voulait prouver dans ce premier film. Toutes les scènes d'action sont comme ça pour montrer que Tom Cruise est génial et est une bonne star d'action. Arrivé à celui-là, il n'y a pas vraiment de scène d'action qui m'ait marqué plus qu'une autre. Il n'y en a pas qui soit vraiment cool ou vraiment intéressante, et c'est de la baston un peu basique. Rien de très sensationnel, rien de très recherché. Le fait que la musique soit présente de façon classique dans les scènes montre qu'il n'y a pas beaucoup de recherche esthétique non plus.
dans ce truc-là, ils avaient été prendre comme acteur Werner Herzog. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais googlez-le si vous voulez savoir, mais c'est un mec assez spécial, Werner Herzog, pour jouer le méchant du premier film, mais qui fait vraiment une recherche, un truc intéressant. Là, les acteurs sont tout aussi lambda que le reste, ils passent trop beaucoup inaperçus, enfin, pas intéressant du tout. Les personnages sont pas intéressants non plus parce que les personnages féminins sont pas bien écrits parce que c'est un roman de mec et ils écrivent ce qu'ils voudraient que les femmes fassent et pas ce que les femmes sont, ce que les deux ont souvent. Et c'est rare d'en trouver qui écrivent bien les personnages féminins. Souvent ils sont gays, comme par hasard. Et Rosamund Pike, le personnage de Rosamund Pike était déjà pas très intéressant dans le premier film, mais au moins elle prouvait quelque chose. Là en gros, ils essayent de faire un truc sur la nana qui est donc major et qui est militaire et qui serait aussi capable que n'importe qui. Alors ça se voit très bien dans la scène de baston, elle ressemble beaucoup moins bien que Jack. À la limite, Jack est censé être un surhomme très bien. Les personnages féminins sont très mauvais dans Jack Reacher, mais Rosamund Pike, c'est mieux. Celle-ci essaie d'en faire une strong independent woman parce qu'elle est dans l'armée, etc. Et au final, c'est justement en essayant d'en faire c'est justement dans une armée qu'ils échouent le fait. Parce qu'une nana finit par major quand ils sont armés en se débrouillant comme elle se débrouille. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Et ils ont des scènes de disputes à la con où ils sont justement sur les quoi, qu'est-ce qu'il y a, t'es pas content, tu voulais prendre la décision, c'est ça, tu veux les machins, qui n'avance pas vraiment. Enfin, c'est pas très cool. Et vraiment, tout devient extrêmement cliché dans ce film jusqu'à du coup, le truc de la gamine. Ils essayent de faire un peu original vers la fin, mais je crois que d'autres films ont fait ça aussi. Et même s'il n'y avait pas d'autres films qui l'ont fait, ça se sentait un peu venir. Les trucs sont tellement évidents que du coup c'est évident que c'est pas évident. Et le problème c'est que j'ai du mal à m'accrocher à ce personnage parce que John Wick ou le personnage de Taken sortent d'une vie quotidienne. On peut s'y rattacher. Et ce genre de mecs qui sortent de nulle part, sont surpuissants, etc. Je trouve que ça passe pas du tout. Je m'étais fait un commentaire quand j'avais regardé le premier. Et en plus, vraiment, alors, le truc c'est que vous allez voir. Le premier film, Jack Reacher, semble comme un copier-coller du Dark Knight, The Dark Knight, de Christopher Nolan, et dans à peu près tous les aspects, c'est-à-dire que tous les rôles sont les mêmes, l'évolution de l'histoire est la même, presque le complot est le même, et ce côté super-héros du personnage est le même. On a vraiment l'impression que Jack Reacher est un Batman en fait, c'est un mec qui peut s'infiltrer où il veut, il peut avoir toutes les informations qu'il veut, il peut pirater tout ce qu'il veut, il n'y a rien qui l'arrête ce mec. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois quand je parlais d'Iron Man de ce genre-là, je ne peux pas m'attacher à des personnages comme ça, il faut que je vis au moins une petite faiblesse, un petit truc. Moi les mecs ultra badass, c'est les carrés qui savent déjà tout faire. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que si ces mecs-là existaient, ils n'auraient même pas de problème à régler. Presque. Enfin, il y a un truc qui marche très mal. Moi j'ai beaucoup de mal. Et un dernier point négatif à noter, c'est que dans ce film, il n'y a pas de Jai Courtney. Et le premier Jack Reacher m'avait maintenu à l'intérieur parce que pendant tout le film, j'étais en train de me dire mon Dieu, tuez Jai Courtney. Vite. Je veux le voir mourir très rapidement. Ce mec doit arrêter de faire des films. C'est pas possible. Il a toujours pas d'aura, il a toujours pas de charisme, il a toujours rien du tout. Et au moins, en l'ayant dans Jack Reacher, j'avais envie de voir quelqu'un mourir dans le film. Là en plus, je me fous de tous les personnages. C'est aussi que c'est très emmerdant, c'est que les personnages sont presque tous, tout le schéma en fait du film, on est bien de commencer à s'ajouter, tout le schéma du film, presque copié-collé sur le premier film. Il se passe presque exactement la même chose dans le film d'avant. C'est Jack Reacher qui arrive pour arrêter un méchant qui a des intérêts privés à défendre. Il est aidé par une nana qui a du pouvoir, alors c'était le procureur, un film d'avant, c'est le major ici. Et il affronte un homme de main qui est censé être il s'appelle le chasseur je crois dans ce film là et qui est censé être l'espèce de méga ennemi, l'antagoniste principal que le personnage va devoir affronter, etc. Il n'a aucun charisme, il lui arrive rien. Jai Courtney non plus, mais c'est Jai Courtney, on a envie de le voir mourir. Lui en plus il n'a aucun charisme. Et c'est pas Werner Herzog son patron, c'est un mec lambda qui sort d'un seul coup à la fin du film et donc voilà, on n'a même pas envie qu'il lui arrive quelque chose, on s'en fout, il est à peine présent dans le film, donc... Enfin, voilà, je suis parti essayons de relancer sa carrière, et le film ressemble énormément, alors beaucoup copié à Jack Reacher, mais aussi beaucoup copié sur Taken.
la saga en général. Pour le premier film un petit peu, et pour celui-ci, enfin clairement le truc de la fille, alors pas Taken 1, c'est sa fille qui se fait enlever, Taken 2, où il doit empêcher sa fille et sa femme de se faire enlever. Et quand elles se font enlever dans Taken 2, il y a toute une scène sur les toits, il est sur les toits, et pareil dans celui-ci, il y a toute une scène de course-poursuite sur les toits, qui est aussi très inspirée de James Bond, parce que c'est pendant presque la même scène que la fête des morts au début de Spectre. Donc, Tom Cruise a décidé de se refaire une carrière en s'inspirant de beaucoup de films qui ont marché dernièrement. Moi c'est mon sentiment personnel, parce que c'est bizarre quand même que quand des trucs comme ça ont bien marché, bizarrement ils se trouvent dans ce film-là. Il en refait son propre film. À la limite, d'accord, le problème c'est que son propre film est le film le plus lambda de thriller action aventure qui peut être fait. C'est vraiment, tous les personnages sont bien archétypes et ils sont pas bien écrits ou élaborés pour donner quelque chose de plus intéressant. Jack Reacher, ça reste toujours Jack Reacher, c'est le mec qui arrive, qui te sort un mot de manière, qui te dit dans 90 secondes c'est vous qui allez être arrêté, qui allez être machin, etc. Et puis effectivement la vie se produit. Donc il n'y a plus vraiment d'enjeu, quand il fait sa phrase, tu sais qu'elle va se produire, presque. Et voilà, moi j'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire un genre de film, et le film de Jack Reacher n'a pas fait rentrer dedans non plus. J'attends par contre beaucoup John Wick 2, parce que John Wick 1 m'a bluffé, complètement bluffé. Et en plus il y avait Marilyn Manson, donc c'était encore de bon goût. Mais John Wick m'avait complètement bluffé avec cette histoire. On a tué son chien. On a tué son chien à John Wick. Évidemment que le mec il veut péter la gueule à tout le monde. Jack Reacher, je m'en branle. C'est ça le truc, enfin, voilà, et donc voilà, j'attends beaucoup plus John Wick, en espérant que John Wick soit pas une plantade aussi d'ailleurs, parce qu'ils peuvent très bien se planter, justement le premier John Wick il est tellement bien que le deuxième peut être une grosse merde, donc ce sera à tester, mais Jack Reacher, je comprends pas pourquoi le premier a marché à ce point, et c'est pas grâce à moi que le deuxième marchera, c'est pas moi qui vous encouragerai à aller le voir, allez voir autre chose, attendez John Wick 2, on verra bien, oui, en attendant, oui John Wick 1. Voilà, je vous laisse, c'est le dernier film pour la semaine. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao. Il faut plus d'eau. Je cache mes ennemis. Que puis-je faire sur le champ? Bien, donnez-moi vos ordres. Bien. Le champ, oui. Bien. Alors comment va être reçu celle-ci? Donnez-moi vos ordres. Les comédies françaises, c'est toujours un truc très particulier en vlog, ça passe ou ça casse, généralement ça casse, quand je fais mes avis dessus. Mais avant de dire ça, ça passe ou ça casse, j'ai pas du tout pensé à en parler. Comment les gens vont vouloir le recevoir? Parce que Brise de Nice, c'est un truc qui est ultra populaire, le premier film est resté des mois en salle dans certaines villes, j'en connais quelques-unes qui l'ont gardé pendant 6 mois en salle. Donc comme c'est ultra populaire, tout le monde va me dire que c'est de la merde. Et comme les gens savent que je ne suis pas fan de Jean Dujardin, si jamais je dis un truc positif sur quelque chose qui concerne de près ou de loin Jean Dujardin, les gens ne vont pas comprendre. Alors comment ça s'est passé? Il se trouve que je suis resté très loin de la vague du Brise de Nice quand elle est arrivée. Décidément, mais j'y pense même pas en plus. Je suis resté très loin de la vague Brise de Nice quand c'est arrivé, parce que je suis pas du tout rentré dans le délire, le personnage ne m'a jamais parlé. Je trouvais qu'il était beaucoup trop con pour moi, j'aime pas les lourds cons, j'aime pas les cons. Il est resté dans la vraie vie, donc j'aime pas les voir au cinéma, à moins qu'ils se prennent des trucs dans la gueule. Et il se trouve que... C'est un peu ce qui s'est passé quand même avec Brise de Nice, c'est un peu la bande du sketch, je pense, c'est-à-dire qu'il casse tout le temps, mais au final, tout le monde sait que c'est un con Brise de Nice. Et ça se passait, ça se sentait un tout petit peu dans les films. Reste que mon histoire de Chloé Cherniac et ses pouces gigantesques là au pied, vous savez, moi, mon cerveau a fait un barrage, il y a la porte en métal qui s'est fermée, il y a une alarme avec des trucs rouges qui sortent, non, je ne me retrouverai pas dans ce film, je ne peux pas, c'est trop con. Là, c'est trop con. Et il était essentiel à l'histoire du premier Nice, son pote, c'est, comment il s'appelle, Marius? Donc, c'est un peu emmerdant et j'ai eu du mal. Est-ce que j'étais resté assez... pas impressionné, mais... C'était quand même intéressant de voir que le film était bien fait. C'était un film qui était bien réalisé, qui marchait bien, et c'était plutôt cool.
Et donc, vient cette fuite. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont commencé à en parler, j'étais là, putain, fait chier. Une suite à Brice de Nice 2. Et là, je vois marqué Brice de Nice 3. Je fais qu'est-ce que j'ai de délire. Et je vois Jean-Pierre qui annonce, mais on sort directement le 3 parce que Brice a cassé le 2. Et je me suis dit, si déjà le problème fait marrer, si déjà le problème a une idée rigolote, si la suite, le concept même de la suite a une idée rigolote à la base, c'est cool de feu. Ce qui arrive, c'est qu'ils en parlent pas beaucoup. Il y a une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Red Dwarf, qui passait à la télé anglaise, qui a été arrêtée pendant 20 ans, et quand ils sont arrêtés à la saison 9, non justement, 6, ils sont arrêtés à la saison 8, si je me rappelle bien. Et ils sont revenus avec la saison 10 en disant ben, en fait on a fait la 9 mais on est passé dans un trou noir, elle a disparu dans un genre-là, la saison 9 n'existe plus. Et je pensais qu'ils allaient faire ça avec ce film-là, il se trouve que non. Maintenant j'ai fait toute cette introduction. Parce que le truc c'est. Tout le monde sait moi facilement, j'essaie de dire d'où je viens. Maintenant j'ai fait toute cette introduction. Brice 3 est pas mal. C'est toujours pas un film que je kiffe à fond, mais Brice 3 est pas mal. L'histoire, c'est que Brice n'a pas changé, ça fait 10 ans que le film est sorti, 11 ans, mais Brice n'a pas changé, c'est toujours le même con, c'est toujours le même mec dans sa tête, et le monde autour de lui change, donc lui va devoir essayer de s'adapter à certaines choses. Et en particulier, la ville de Nice va finir par le virer de sa plage, parce qu'il va le nettoyer et qu'ils en ont marre de son truc qui traîne, et donc il va recevoir une carte de son ami Marius, pas du tout lié au fait qu'il est plus de maison, mais qui tombe comme par hasard au moment où il faut, c'est une comédie, c'est nécessaire. Et donc, va lui proposer de le rejoindre, et comme Brice est trop con, il ne va même pas où, il ne dit pas où, comment il se trouve où, et c'est là que débute l'histoire de Brice, qui va donc vivre tout un tas d'aventures qui vont lui permettre de plus ou moins découvrir un truc sur lui-même. Petit aspect rigolo, c'est que. Alors, c'est un peu la même astuce que. Attention, Canadien. L'histoire est racontée par un narrateur du futur qui la raconte au passé, et ce qui permet encore une fois de jouer sur plein de choses. Et je vais un peu. Voilà, ça va être le truc. J'aime pas le personnage, j'aime pas Brice, parce que c'est un enfant et un ado dans le corps d'un adulte. Et je supporte pas ce genre les enfants et les ados. Vous les mettez encore dans les adultes, ça passe, mais très peu. Et j'aime pas les personnages. Le truc, c'est que finalement, ce film n'est pas tant sur le personnage. Ça me va très bien pour une raison assez simple, c'est que le dernier tiers du film est beaucoup moins fun que les 2 tiers qui l'ont précédé, parce que les 2 tiers qui l'ont précédé, c'est quasi que du sketch et des péripéties. C'est juste Brice qui essaye de comprendre où est-ce qu'il doit aller. Il est déjà les 2 tiers du film à comprendre où est-ce qu'il doit aller, et une fois qu'il y est, le film ralentit un petit peu, parce qu'effectivement, il n'y a plus de découverte. Le personnage est là, et il n'y a plus qu'à le faire interagir avec ce qui est présent autour de lui. Et du coup, c'est là qu'il y a une petite baisse de rythme, alors que jusqu'à le rythme est super soutenu, parce que justement le film change tout le temps de lieu, tout le temps de scène, tout le temps de personnage, tout le temps de sketch, donc ça passe très très vite, ça enchaîne plein, et du coup on peut continuer sur une vague de rire. C'est marrant, il y a que des émotions. La première blague vous fait un petit peu marrer, puis une deuxième arrive juste après, donc ça monte, et puis machin, le film vous prend comme ça en fait, le film arrive à très bien gérer son rythme, et donc comme je dis, le rythme c'est essentiel, et au début du film le rythme est parfait. Et c'est vrai que quand on arrive, effectivement, quand il finit par se poser, quand il arrive à l'endroit nécessaire pour que l'histoire continue vraiment à se développer et qu'on arrive à la conclusion du truc, là il y a un petit ralentissement et ça devient un petit peu moins fun. Et vraiment, clairement, la salle rigolait beaucoup moins. Mais du coup, maintenant, on rentre à l'histoire, on s'est un petit peu attaché au personnage quand même dans les autres temps. Et donc, du coup, le truc, moi en tout cas, la salle était ravie. Une des pires salles de toutes mes. Et c'est pour ça que je dis que j'en viens pas de reprendre que Bruce Willis a encouragé un sale truc et qu'il a fait un monstre. Je n'ai jamais vu une salle aussi bordélique avec un film commence. Évidemment, tout le monde s'en fout des moments, c'est des pubs, mais enfin, il y a des limites au degré de bordel qu'on peut foutre. 20 secondes de chute. D'abord, il y a ceux qui voulaient vraiment que les gens se taisent, et puis ensuite, il y a ceux qui voulaient se foutre de leur gueule qu'on va enchaîner ensuite. Du coup, il y a ceux qui voulaient vraiment qu'on se taise, qui ont enchaîné après ceux qui ont enchaîné pour se donner. Une foule formidable. Mais. Parce que quand on est dans le film, on est dans le film et il y a un truc qui marche bien. Mais c'est vrai que la fin est un petit peu moins cool que le reste. Pour le reste, c'est vraiment de la vanne, c'est du sketch, c'est beaucoup l'univers de Brice. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, il y a un très beau travail quand même de décor et d'accessoires. Parce que c'était aussi dans le premier film d'ailleurs. Et tout ce qui entoure Brice de son lieu de vie
ça fourmille de détails, c'est impressionnant, il y a tellement de trucs qui sont mis en place, il y a des espèces de trappes et de machins à tirer, comment ça s'appelle, Alexandre Ganneron, on dirait un peu ça, il y a plein de trucs à tirer avec des trucs qui tombent du plafond, c'est sa brosse à dents, son machin, et c'est plein de trucs créés pour lui, tous les trucs, il y a des jeux de société, je crois spécialement pour lui, tous ces petits trucs là qui sont juste visuels. Je pense qu'on peut revoir le film 17 fois et essayer de voir toutes les boîtes et tous les machins qui sont cachés dans le décor, parce que je pense qu'il y en a énormément. Il y a vachement de trucs qui marchent très très bien, il y a beaucoup de sketchs qui sont très très cool. Il y en a que tu vas venir à des kilomètres, mais comme il marche en 10 secondes, c'est parfait. C'est-à-dire que c'est. À un moment, il se tourne, on a un plan, on voit un tout petit miroir dans un coin, et là c'est le miroir. Et il s'arrête tout de suite, tout de suite dans un autre truc. Et pas comme je l'ai fait, moi je l'ai fait un peu comme exagéré. Là c'est pour le coup un peu plus intéressant du jardin. Du jardin me joue pas mal dans ce film, parce que c'est lui qui détermine comment on joue Brice. C'est lui qui crée le personnage, c'est lui qui choisit comment il va être interprété. Donc il ne peut pas mal jouer son propre personnage, c'est son personnage, c'est lui qui décide comment est-ce que Brice doit jouer. C'est pas un personnage classique, c'est un personnage qui a en plus dans ce film, c'est enfant, adolescent, et un gros côté cartoon dans ce film-là. Il y a vraiment un gros truc où on va très souvent faire le coup du Big Dick ou Bill Coyote, si vous regardez les cartoons, quand il se court après et qu'à chaque fois il y a l'image qui s'arrête, et qu'on a Vibus Coyotus ou tout le genre qui s'appelle. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que là, des fois l'action va se figer, les personnages vont rester en l'air, mais ils vont pouvoir continuer à parler, ils vont pouvoir continuer à faire des trucs alors qu'ils sont figés en l'air ou des choses genre là. Ce qui marche très très bien. Il y a beaucoup, c'est généralement très bien tourné. Au début, il y a toute une séquence snowboard très très cool, qui est très bien faite. Les séquences solo sont généralement bien faites aussi. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, c'est souvent des trucs pour faire des délires, plus dans des tricks de Brice. Et c'est vachement bien fait aussi. Toujours la réalisation, il y a de très très beaux maquillages aussi. On ne peut pas comprendre si vous n'avez pas vu le film, mais Brice est très très bien maquillé. Et la performance de l'environnement dans ce personnage, je la trouve géniale. Le personnage est génial. Et que ce soit Brice ou un autre, ça marcherait super bien. Cette idée-là est plutôt cool. J'ai bien aimé son interaction avec les gosses. C'est quelqu'un qui raconte une histoire à des enfants. Et son interaction avec en particulier la blonde, elle est parfaite. Il y a un plan, il y a un chat. Il l'incendie, génial. Il y a vraiment des sketchs que j'ai beaucoup aimé, qui m'ont beaucoup fait marrer dans ce film. Je suis pas fan d'entrée, mais il y a des sketchs qui m'ont bien fait marrer, qui n'ont rien à voir avec les amis. C'est des sketchs qui marchent très bien dans n'importe quel film. C'est juste un film qui est drôle, c'est un film qui a des bons sketchs. Il y a beaucoup de sketchs, il y a un côté sketch qui est vraiment très prononcé, plus que sur le premier, qui était plus une histoire comique à développer. Là, il y a vraiment un côté très sketch. Il y a beaucoup de trucs sur les caméras qui se retournent. Il y a beaucoup de caméras qui vont suivre un personnage et qui vont filmer le ciel et ensuite se retrouver la tête à l'envers parce qu'elles ont suivi l'action entièrement. Et ça va souvent être l'occasion de certains jeux, surtout quand il arrive dans Lost par exemple. C'est un sketch que j'ai trouvé très bien trouvé. Ah putain, bonne idée! Des petits trucs comme ça qui marchent super bien. Mais ouais, alors il y a beaucoup de côtés très sketch. Il y a une parodie de Mad Max, Fury Road, à un moment. Parce qu'ils sont sur la plage et qu'il y a du sable. Et ça marche plutôt bien, mais le truc est plutôt cool. Il y a un passage Dragon Ball Z. Je ne devrais même pas vous le dire, parce que c'est certainement de nulle part, je ne dis pas du tout où il est, tant pis, mais, enfin, je ne suis pas vous spoiler, mais il y a un passage de Vegeta dans ce film, j'ai trouvé que c'était peut-être le passage un petit peu en trop. On voit que Jean Dujardin a vraiment vu qui était le public de Brice d'un coup. Et avec ce passage-là, je crois que c'est le passage où il essaie trop de leur plaire. C'est le seul dans tout le film. Peut-être parce que je déteste Dragon Ball Z aussi, hein, je suis tout à fait honnête là-dessus. Mais voilà, j'ai pas aimé le passage Dragon Ball Z dans le truc, je crois que ça sortait vraiment de nulle part. Même pour une comédie, c'était très étrange d'un coup. Quand on a Silvera qui débarque dans le journal infime de Julien Nil, qui est sorti il y a 2 ans, c'est logique, c'est plus normal que ça vienne dans l'histoire et ça revient plusieurs fois. Donc il y a vraiment un côté très logique qui s'installe. Là vraiment ça vient de nulle part et ça paraît juste être là pour la blague de Dragon Ball Z. Donc pas de problème de cette partie-là, mais tout le reste c'était vraiment très bien trouvé. Il y a beaucoup d'allusions qui sont bien cachées entre guillemets, mais si vous avez vu le film, vous n'aurez pas 2 secondes de doute sur les allusions à Retour vers le futur. C'est par rapport au personnage d'Igor de Sgor et par rapport à la scène de toute fin, quand le générique commence, je peux vous le dire, parce que ça n'a rien à voir avec rien du tout, et c'est pas un spoiler, c'est très rapidement, c'est un 0,01% en rapport avec le film, c'est pour ça, si vous ne voulez pas l'entendre, la bouche de l'oreille, je vous ferai un petit signe, le plan de fin avec la voiture volante, c'est
clairement la fin de Retour vers le futur 3 avec le train qui décolle et qui part dans le futur. Donc c'est intéressant de voir cette petite allusion à une autre trilogie, quand il a lui-même fait une fausse trilogie, vu que le 2 a été cassé et n'existe pas. Je trouvais que c'était marrant et que ça passait plutôt bien comme truc. C'était assez bien cool. Beaucoup de jeux de mots, surtout en franglais, des trucs avec les mots français, genre je parlais avec mon fils, je parlais avec mon fils, le genre de jeux de mots qui peuvent arriver. Petit truc que je peux rapprocher, beaucoup trop de musique. Le début du film en particulier, quand ils essayent justement d'installer tout ce rythme et de faire un film qui part bien, ils mettent beaucoup de musique très connue et pour des temps assez courts. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment, il y en a tellement que ça devient une espèce de jukebox. Par exemple, c'est une séquence où il s'est dit tiens, je vais faire plein de sketchs, je vais tous les mettre sur une musique différente, après je vais tous les monter derrière. Et bof, et au bout d'un moment la musique commençait à être un peu trop présente et ça partait un peu trop en clip musical. C'était vraiment d'un seul coup on arrive en clip et on a un clip comique où on voit plein de petits trucs un peu comiques se dérouler pendant une petite musique, mais du coup c'est plus du storytelling, c'est juste de la vanne et pas toujours la plus recherchée. Ça veut dire de manière plus intéressante de mettre dans le film sans avoir à faire une pause avec juste de la musique pour pouvoir les intégrer avec ça. Et puis beaucoup d'humour absurde, il y a une réplique par exemple que je trouve qui m'a bien fait marrer, parce que c'est la façon dont elle arrive, dont elle est bien montée dans les éléments du film. Je vous dis juste la réplique, je vous dis comment elle arrive, c'est oui mais j'avais un pull. Oui le jeu de Jean Jardin pendant cette réplique, et quand est-ce qu'elle arrive? Moi ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup fait marrer. Il y a un éléphant jaune aussi, parce qu'il y a un éléphant jaune. Après il y a le retour de Clovis Cadillac. Lui aussi d'ailleurs un des acteurs que j'aime pas beaucoup dans les acteurs français, mais c'est pas mon problème avec son rôle, c'est juste que j'aime pas le personnage qui joue ce truc des pouces complètement con. Ce n'est plus central au film, il y a 2 minutes de sketch sur ces petits à nouveau dans ce film, c'est les 2 minutes que j'ai décroché, tout qui est beaucoup moins lourd. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un retour de la vanne, d'une vanne de premier film, qui m'avait bien marqué, et je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne en fait, et il trouve une nouvelle évolution à cette vanne-là qui est tout bien faite. Donc voilà, au final, je suis pas fan de l'idée, je n'aime pas le concept de Brise de Nice, mais le film est bien foutu, m'a fait rigoler, cela franchement, et c'est pas un film spécialement, enfin, c'est pas drôle spécialement pour Brice, c'est un film drôle,